C'est votre collier qui m'a donné envie de vous interviewer. Qui êtes-vous? Éric Bourguignon de Munich. De Munich. Alors vous êtes ce qu'on appelle un Français de l'étranger. Voilà, c'est ça. Je suis venu pour participer au congrès et puis contribuer à représenter les Français de l'étranger. On est 2,5 millions qui vivons à travers le monde, de différentes catégories socio-professionnelles. Je suis juste l'un d'entre eux. Ça veut dire que vous votez aux élections européennes, ça veut dire que vous votez à tous les moments de la vie politique française? Alors, je vote de deux façons différentes. Pour les élections européennes, je vote sur les listes en Allemagne, puisqu'on n'a pas le droit de voter deux fois. Donc, je ne vote qu'en Allemagne aux élections européennes, en tant que citoyen européen. Par contre, sur des élections qui ont lieu en France, puisque je suis toujours inscrit sur la liste électorale à Strasbourg, c'est là-bas que je vote. Par exemple, quand il y a eu un référendum sur la fusion des deux départements, j'ai voté à Strasbourg, contre. D'accord. Votre présence ici au congrès, d'abord comment vous le vivez ce congrès du Parti communiste français à Aubervilliers? Moi c'est mon premier congrès du PCF et mon point de repère pour comparer ce sont les congrès de Die Linke, puisque je suis aussi membre de Die Linke et il y a un certain nombre de points intéressants de comparaison. Eh bien lesquels sont-ils? Par exemple, je trouve qu'à Die Linke nous avons une discipline de temps de parole pour faire en sorte que les femmes prennent plus la parole, qui est beaucoup plus forte. Je considère qu'avec les règles statutaires de Die Linke, les femmes peuvent plus facilement accéder au premier tour de parole sur les débats généraux. C'est ce qu'on appelle en allemand le Mindestquotierung. Et les gens qui tiennent la tribune doivent s'y tenir. Un autre point, c'est que dans les congrès de Die Linke, c'est plus facile, semble-t-il, d'organiser la prise en charge des enfants pour ceux qui viennent avec des familles. Par contre, j'ai pu apprécier hier le repas et encore cet après-midi, qui est un temps de discussion politique typiquement français et qu'il n'y a pas dans les congrès de Die Linke. Dites-moi, vous savez que vous n'ignorez pas qu'il y a un mouvement social très fort en France contre une loi travail qui va casser le code du travail, je résume. Est-ce qu'en Allemagne, dans les médias allemands par exemple, il en est question? Il en est question et en fonction si c'est un journal libéral ou conservateur ou si c'est un journal de gauche, il y a tout simplement la même division avec soit des sympathies, soit une vision caricaturale pour se rassurer de critiquer la France toujours comme étant un pays où on ne peut pas avancer, pas faire les réformes qui, soi-disant, auraient amélioré la situation en Allemagne alors que là-bas se développe aussi la pauvreté. Vous savez que pour le gouvernement actuel, l'Allemagne est un modèle social. Et au niveau du dialogue social, par exemple, la cogestion dans les entreprises, des syndicats avec le patronat, quel est votre sentiment sur ce mode de fonctionnement allemand? Est-ce qu'il doit être un modèle? Je connais un texte fondamental pour l'outil de la cogestion en Allemagne, c'est la loi sur les Betriebsrat, les conseils d'entreprise qui date de 1972 et qui est le point d'appui pour les syndicats pour essayer d'organiser des conseils d'entreprise élus par les salariés en Allemagne. Et quand on lit la loi El Khomri, c'est très intéressant de voir que justement, c'est aussi sur l'un de ces points-là où la loi El Khomri essaie de casser les rapports de force favorables aux représentants du personnel et de ne pas aller vers le modèle allemand. Parce que justement, le modèle allemand donne beaucoup plus de pouvoir aux salariés une fois qu'ils sont élus dans les conseils d'entreprise pour avoir un mot à dire sur le cours de l'entreprise, y compris des entreprises privées. C'est pour ça que moi je dis que la loi El Khomri, elle est aussi une loi pas européenne, puisqu'ils essaient de ne pas aller vers le modèle allemand qui, pour le coup, pourrait nous être utile aussi aux travailleurs français pour gagner des droits dans l'entreprise. Il y a une question que je ne vous ai pas posée et qui vous tient à cœur? Non, moi je suis toujours ouvert à toutes les questions diverses et variées. Je suis un passeur entre l'Allemagne et la France. Passeur d'immigrants, vous avez été plutôt satisfait ou plutôt mécontent de la manière dont Angela Merkel a réglé la question de la... Enfin réglé, en tout cas comment elle s'est positionnée par rapport aux migrations? Je dirais que nous l'avons forcée à se positionner de cette façon-là. Elle ne l'a pas choisi de libre cœur. C'est quand elle s'est aperçue qu'il y avait un mouvement populaire fort pour aider les réfugiés que d'un seul coup elle s'est dit « je vais aller dans ce sens-là aussi », puisqu'elle prépare elle-même sa réélection en 2017. Et elle s'est aperçue
que le peuple allemand, d'un seul coup, une partie du peuple allemand était favorable à l'accueil des réfugiés dans une situation d'extrême urgence, et elle a voulu suivre ça. Et ce n'était pas sa politique pendant des années et des années. Et d'ailleurs, les réfugiés qui sont actuellement en Allemagne, qui doivent faire maintenant une demande de dossier pour être reconnus comme demandeurs d'asile, ont des difficultés majeures parce que l'administration qui s'en occupe n'a pas été réformée en faveur du droit d'asile pendant au moins une décennie, voire plus. Donc nous avons à régler aussi les contradictions de Mme Merkel parce que nous nous sommes engagés pour accueillir les réfugiés.